amis, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Ici ça va super bien, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo YouTube dans laquelle nous allons réaliser ensemble un meal prep. À la maison en ce moment on n'a plus rien à manger ou en tous les cas plus rien de préparé et comme vous le savez si vous me suivez depuis un certain temps, j'adore cuisiner et donc pour cette raison j'ai vraiment très envie aujourd'hui de prendre de l'avance sur nos repas de la semaine et de préparer au moins 5 ou 6 préparations 100% vegan pour que mon copain et moi on puisse les déguster tout au long de la semaine. Vraiment j'adore faire des meal prep, ça fait gagner du temps pendant la semaine et surtout on se régale à chaque fois. Donc sans plus tarder je vous emmène avec moi dans cette session de préparation, c'est parti! Pour cette première recette qu'on va réaliser ensemble, on va faire une sorte de frittata mais à base de maïs au four, très fine et super croustillante. C'est idéal pour l'apéro mais aussi pour le repas, accompagné d'une source de protéines végétales et d'une salade par exemple. Enfin vous allez voir c'est hyper facile à faire et hyper savoureux. Donc c'est aussi une recette qui est sans gluten en plus d'être vegan. Pour celle-là on aura besoin de farine de riz, également de farine de maïs, d'huile d'olive, aussi de l'eau mais ça normalement tout le monde en a. On a également besoin d'oignons, donc moi j'ai pris un oignon rouge et un oignon jaune. Également des courgettes, 2 courgettes en l'occurrence, et puis des herbes de Provence si vous avez envie, donc moi j'ai pris origan et thym. Pour bien m'organiser lors de mes meal prep, j'essaye toujours de faire un plan de travail assez propre. Donc ici j'ai mon saladier pour recueillir les légumes que je vais couper. J'ai également ici une sorte de grande assiette creuse que je garde pour mettre tous mes déchets alimentaires. Comme ça je n'ai pas besoin de faire 36 allers-retours à la poubelle. Et ensuite évidemment j'ai ma planche, j'ai mon couteau avec moi et toujours sur moi que je coince dans la ceinture de mon tablier, j'ai mon torchon. Comme ça je l'ai toujours à disposition tout près de moi et j'ai pas besoin d'aller les chercher aux 4 coins de la cuisine. La première étape de cette recette c'est vraiment très simple, ça va être de couper mes courgettes en fines rondelles. Si vous avez une mandoline, c'est vraiment le moment de la sortir. Moi personnellement à la maison, je n'ai pas de mandoline, donc je vais le faire juste précautionneusement au couteau. Pour ça, je prends un couteau assez long, mais bon, n'importe quel couteau qui coupe sera idéal. Et je vais venir faire des tranches assez fines. Vous voyez à peu près de cette taille-là, donc je dirais environ 2-3 mm. Une fois que j'ai coupé entièrement ma courgette, je l'ai mise dans un saladier et du coup j'ai utilisé une seule courgette et pas 2 comme j'ai dit au début parce que je trouve que j'en ai suffisamment tout simplement. Maintenant je vais m'occuper de mes oignons, donc je vais faire exactement la même chose que pour mes courgettes, si ce n'est qu'évidemment mes oignons je les épluche, donc je vais venir évidemment l'éplucher et ensuite le couper en fines tranches. J'ai donc mis tous mes légumes dans mon saladier, j'ai également coupé mon oignon jaune. Donc je vais venir ajouter 50 g de farine de maïs. Comme d'habitude, je sais que je le dis à chaque fois, mais toutes les recettes sont écrites en barre de description avec toutes les indications vraiment. Donc n'hésitez pas à aller voir si vous voulez reproduire cette délicieuse recette. Donc je viens mettre 50 g, le même poids de farine de maïs. J'ajoute mes petites herbes, donc c'est facultatif, hein, mais je viens mettre de l'origan, également du thym. J'ai même envie d'ajouter une petite pointe de curcuma pour donner une jolie couleur jaune. Ensuite, il est important de saler, évidemment, et de poivrer. À ce stade, l'objectif, ça va être de mélanger le tout. J'avoue que je vais utiliser mes mains parce que je trouve que c'est encore ce qu'il y a de plus pratique. Une fois que j'ai bien mélangé le tout, je vais venir ajouter 100 ml d'eau. Je mélange à nouveau. Lorsqu'il n'y a plus du tout de farine apparente dans votre préparation, donc on voit en fait que le tout s'est un petit peu lié, eh bien on peut sortir une plaque à four, comme ça c'est vraiment très grand et ça va pouvoir devenir croustillant à la cuisson. Je viens personnellement de la chemiser d'un papier sulfurisé. Je vais également venir mettre un filet d'huile d'olive. Et ensuite je viens tout simplement verser la préparation dessus. On va venir étaler tout ça en une fine couche, c'est pas du tout grave si toute la plaque n'est pas utilisée. Lorsque c'est fait, je vais mettre un petit filet d'huile d'olive à nouveau. Ça va vraiment encore une fois rendre le tout assez croustillant post-cuisson. Et vous savez quoi, c'est totalement facultatif, mais je vais venir râper un petit peu de parmesan végétal dessus avant d'enfourner. Donc c'est du Gondino, c'est vraiment selon moi le meilleur parmesan végétal, ou en tous les cas le meilleur que j'ai goûté. Et vous pouvez vous le procurer non pas en grande surface, mais en épicerie vegan, que ce soit en ligne ou dans votre centre-ville. Et je viens enfourner le tout pour 20 à 25 minutes à 180 degrés. Pour la prochaine recette, on va réaliser ensemble quelque chose que j'adore, c'est les pickles maison. Donc aujourd'hui, j'ai choisi les oignons rouges pour faire des pickles. Vous allez voir, c'est juste absolument délicieux, mais c'est aussi superbe sur une assiette. Ça devient vraiment rose, presque rose bonbon. C'est incroyable et c'est tout à fait naturel. À ça, je vais y ajouter de la coriandre entière, donc j'adore ça. C'est pas obligatoire, mais moi j'aime bien. Je vais également y mettre une feuille de laurier, une petite. J'ai besoin de sel et de sucre et aussi de vinaigre de cidre. Le premier objectif, ça va être comme pour la recette précédente, de venir éplucher et couper nos oignons en rondelles.
Lorsque j'ai coupé tous mes oignons, je viens les mettre dans mon Tupperware, donc un Tupperware propre et stérilisé. J'utilise toujours cet outil que j'ai acheté il y a quelques années lorsque j'étais chef en restauration vegan à Paris et je l'adore. Je ne sais même plus comment ça s'appelle parce que je suis autodidacte en cuisine, donc je me souviens pas forcément toujours des noms et des techniques, etc. Mais en tout cas, c'est hyper pratique. Regardez, quand vous faites des grosses découpes de légumes, vous pouvez ensuite tout récupérer beaucoup plus facilement que simplement sur la lame du couteau et ensuite pouvoir verser en fait vos ingrédients dans votre casserole ou bien dans votre Tupperware comme ici. L'étape la plus difficile de cette recette est déjà passée, donc vous voyez à quel point c'est facile de faire ces pickles maison. Je viens rajouter un petit peu de graines de coriandre entières, également ma feuille de laurier, et ensuite je vais mettre 2 moitiés du vinaigre de cidre et 2 moitiés de l'eau bouillante. Le but c'est juste de couvrir les oignons. J'ajoute 1 cuillère à café de sel, 1 cuillère à café de sucre. Je viens mélanger le tout. Et ensuite, c'est tout simple, je vais venir laisser refroidir le tout à découvert. Une fois que c'est refroidi, je vais couvrir et garder au réfrigérateur jusqu'au moment de les utiliser. Et là, je les utilise tout au long de la semaine. Vraiment, vous allez voir, ça va donner une couleur rose beaucoup plus fuchsia qu'à l'écran. Et c'est vraiment super joli. C'est également super bon, beaucoup plus doux, vous savez, que des oignons rouges crus. Et vraiment, je trouve que c'est un produit qu'on trouve pour très très cher dans le commerce, qui pourtant est ultra facile à réaliser et qui se prête parfaitement à une session de meal prep, puisque ça prend 5 minutes de les faire et qu'ensuite on les a pour toute la semaine et que ça se garde extrêmement bien au frigo. Pour la prochaine recette, on va réaliser une recette que j'adore, qui sera à la fois très utile pour les petits déjeuners de notre semaine, mais également pour nos apéros qu'on fait en fin de semaine, puisque en fait on peut l'utiliser à la fois à ce moment de la journée, le matin et le soir. Bon, vous allez comprendre tout de suite quand je vais vous le dire, c'est un granola sucré-salé, qui du coup passe hyper bien à l'apéro en mode grignotage, mais qui passe également hyper bien le matin dans un bol de lait végétal. Donc pour cette recette, je vais avoir besoin d'un beurre d'oléagineux, donc de préférence clair. Donc moi j'ai choisi du tahine aujourd'hui, mais par exemple si vous avez de la purée de noix de cajou ou de la purée d'amande blanche, ça fonctionne très bien aussi. Ensuite, je vais utiliser des graines de courge, également un sirop de coco. Alors la dernière fois, j'avais utilisé de la mélasse. Vous pouvez aussi utiliser du sirop d'agave si vous le souhaitez, ou même du sirop d'érable. Mais c'est vrai que le sirop de coco ou la mélasse, ça a un goût un peu plus profond, qui va très très bien passer sur le côté salé pour l'apéritif. Ensuite, je prends également des graines de tournesol, mais aussi des graines de chia, également du quinoa, donc du quinoa non cuit, aussi des amandes. Derrière, j'ai des noix du Brésil, également de l'huile d'olive et enfin de la cannelle. Sans oublier de la fleur de sel, vraiment la touche qui change tout dans cette recette. Pour cette recette, vraiment rien de plus simple. On va juste venir mettre tous nos ingrédients dans un saladier. Donc on va commencer par 100 g de quinoa, 60 g de graines de tournesol, la même quantité de graines de courge. Moi j'en ai plus beaucoup, c'est la fin de mon paquet, donc je mettrai plus d'une autre graine tout simplement. C'est vraiment ça qui est très très bien avec ce genre de recette, c'est que vous pouvez substituer très facilement certains oléagineux pour d'autres oléagineux en fonction de ce que vous avez dans votre placard. Je mets également des amandes, donc certaines je vais les laisser entières et d'autres que j'ai concassées au couteau. J'ajoute 40 g de noix du Brésil concassées, donc juste pour info, les noix du Brésil c'est hyper bon pour la santé, c'est très très riche en sélénium et c'est vraiment parfait lorsqu'on est vegan, et d'ailleurs aussi lorsqu'on n'est pas vegan, mais c'est vrai que lorsqu'on est vegan, la noix du Brésil est vraiment l'une des meilleures sources de sélénium, donc l'idéal c'est d'en manger une tous les jours. En revanche, si vous en mangez plusieurs, vous pouvez faire une sorte de surdose, donc vraiment comme dans cette recette, il y a plusieurs noix du Brésil, si vous êtes très gourmand ou gourmande, un peu comme moi, je vous invite évidemment à faire attention à ne pas manger cette recette en une seule journée, puisque vous aurez vraiment trop en fait de noix du Brésil. J'ajoute 20 g de graines de chia. Les graines de chia, c'est peut-être la seule graine dans cette recette qui n'est pas substituable. J'ajoute une cuillère à café de fleur de sel et une demi-cuillère à café de cannelle. On va venir mélanger le tout. J'ajoute mon sucre en liquide, donc environ 50 g. Le même poids d'une purée d'oléagineux au choix. L'important c'est surtout qu'elle soit lisse comme ici. J'ajoute également 3 cuillerées à soupe d'huile d'olive. Et maintenant, on va venir mélanger le tout. Voici la texture qu'on doit obtenir. Ça doit être bien lié, un petit peu collant. C'est vraiment parfait comme ça. Puisqu'on va maintenant utiliser le four pour le granola, j'en profite pour vous montrer le résultat de cette espèce de galette très fine à la courgette et au maïs. Donc je vais venir couper ça et vous montrer, ça c'est vraiment parfait à la fois pour l'apéro, mais aussi pour un repas, si vous accompagnez ça d'une protéine végétale et par exemple d'une salade, comme je l'ai dit plus tôt dans la vidéo.
Et voilà le résultat qu'on obtient. Regardez comme c'est fin, c'est légèrement croustillant et en même temps à l'intérieur c'est bien fondant et c'est absolument délicieux. Entre le côté fromager grâce au fromage végétal, au parmesan végétal même, que j'ai mis sur le dessus en fine couche, mais même sans ça c'est fondant avec le bon goût de courgette, avec le croustillant un petit peu du maïs, enfin bref c'est juste absolument délicieux, il faut absolument que vous testiez cette recette. Du coup, sur ma plaque de four que j'ai débarrassée de ma précédente recette, que j'ai nettoyée et sur laquelle j'ai ajouté un papier sulfurisé. Donc comme vous le voyez, c'est un papier sulfurisé que je réutilise, mais pas de la recette précédente du coup, plutôt d'une recette sucrée que j'ai fait encore précédemment et j'avais gardé le papier sulfurisé. Je vais venir du coup déposer mon granola. Et le but à ce stade, ça va être d'étaler tout ça. Une fois que j'ai bien étalé mon granola en une couche homogène, je vais venir enfourner le tout à 160 degrés pour une première cuisson de 15 minutes. Pour cette nouvelle recette, elle m'a été inspirée du fait que j'avais des bébés concombres qui allaient se perdre dans mon frigo. Donc vraiment, c'est pas le genre de situation que j'aime. Donc je me suis dit, bah on va en profiter pour réaliser une salade de concombres un peu originale ensemble. Ça va être une salade de concombres déjà accordéon, donc les concombres vont être coupés de façon assez rigolote. Et je vais faire une saveur un petit peu moyenne-orientale, donc avec de la menthe, ou en tout cas ce que je peux récupérer de menthe sur mon bouquet de menthe, où il y a pas mal de feuilles qui ont fané, mais il y en a aussi qui sont encore très bonnes, avec de la coriandre, également de l'eau de fleurs d'oranger, mais aussi de l'huile d'olive. Et je vais également y mettre du za'atar, qui est un mélange d'épices moyen-orientales que j'adore, qui est composé en majorité d'origan sauvage, mais également de sésame. Il y a également du sumac et parfois il peut y avoir de l'anis ou même du cumin. En tous les cas, c'est absolument délicieux. À chaque fois que j'en mets dans ma salade, vraiment ça change toute la saveur. Donc si vous n'avez jamais goûté ce genre de mélange d'épices, n'hésitez pas à tester avec cette recette. Alors c'est parti pour la découpe du concombre. Vous allez voir, c'est vraiment assez particulier. Donc pour ça, on va avoir besoin de 2 baguettes chinoises, comme on les appelle. Donc vous allez les mettre des 2 côtés de votre concombre et ensuite vous allez avoir besoin d'un couteau qui coupe bien à lame lisse. Donc pour ça, en fait, on va venir d'un côté couper comme des tranches assez fines, mais on ne va pas aller jusqu'au bout. C'est là l'intérêt des baguettes chinoises, c'est qu'en fait elles vont vous éviter d'aller justement jusqu'au bout de votre concombre. Donc vous allez venir couper comme ça tout du long du concombre. Et une fois que vous avez coupé vos semi-tranches sur toute la longueur, vous allez le retourner totalement pour arriver à l'endroit où ce n'est pas coupé du coup. Et là, à ce moment-là, on va venir couper de nouveau, mais cette fois-ci dans le sens de la diagonale. Donc on garde toujours bien nos baguettes et on vient couper des diagonales. Et une fois qu'on a fait ça à nouveau jusqu'au bout et des 2 côtés, eh bien on obtient un concombre, regardez, qui va s'ouvrir vraiment comme un accordéon. C'est hyper rigolo, j'adore ce type de recette. C'est vraiment une recette qui serait hyper rigolote de faire avec des enfants. Je pense que ça peut les impressionner et leur donner envie de manger ce légume que peut-être ils n'aiment pas d'habitude. En tous les cas, dites-moi si vous avez déjà vu ça sur la toile, parce que c'est vraiment une recette virale qu'on voit assez souvent en ce moment. Donc je vais recommencer ce processus pour absolument tous mes concombres. Pendant que j'étais en train de couper mes concombres, figurez-vous que le four a sonné pour les 15 minutes de cuisson. Donc je vais venir ouvrir le four et un petit peu mélanger mon granola. C'est à ce moment-là qu'on va former des pépites. Donc ne mélangez pas non plus trop, de sorte à quand même garder des grosses pépites. Et une fois que c'est fait, je vais venir enfourner à nouveau pour 15 minutes de cuisson. Une fois que j'ai coupé tous mes concombres en accordéon de la sorte, je vais venir les mettre dans ma passoire, 2 par 2 comme ça, et le but ça va être de les saler assez généreusement. En fait le but c'est vraiment que le sel vienne s'imprégner dans le concombre. On va pas du tout laisser le sel en fait existant qui restera à la fin de ce processus, on va le rincer, mais ça permet en fait au concombre de devenir vraiment très tendre puisqu'il va perdre une partie de son eau, mais également d'être vraiment salé en profondeur, et ce sera vraiment meilleur pour la recette. On n'hésite pas délicatement à venir masser le sel à l'intérieur, mais vraiment de façon très délicate. Et on va venir laisser reposer cette passoire dans notre évier. Je vous montre pas mon évier parce qu'il est plein de vaisselle, mais vous comprenez l'idée. Pendant au moins 10 minutes et vous allez voir, il y a un petit peu d'eau qui va s'en échapper. Et ensuite on va les rincer et on pourra s'occuper de notre salade. Pendant que les concombres dégorgent, on va venir couper notre coriandre. Donc je vais venir en mettre à peu près un demi-bouquet. Je hache le tout au couteau. Et je ferai pareil ensuite avec ma menthe. Pour la coriandre, surtout, gardez bien les tiges. Moi, je les hache en même temps que les feuilles. C'est vraiment absolument délicieux. C'est pas du tout dur sous la dent. Et vraiment, ça a autant de goût que les feuilles. Donc ce serait vraiment dommage de s'en priver dans la salade.
Je vais hacher de la même manière les petites feuilles de menthe qu'il me reste de mon bouquet. Pour la menthe, en général, je viens faire un petit tas avec les feuilles. Je les roule un petit peu entre elles assez serrées et à ce stade, je vais venir hacher assez finement. Pour la salade, ça va vraiment être très simple. Je vais commencer par faire dans le fond de mon saladier ma vinaigrette. Donc pour ça, je vais venir mettre 2 cuillerées à soupe d'huile d'olive. Également une petite cuillerée à soupe d'eau de fleur d'oranger. Ainsi qu'une petite cuillerée à soupe de vinaigre de cidre. Je viens ajouter une cuillerée à café d'oignon rose semoule. Alors vous auriez pu mettre de l'oignon rouge émincé finement, ou même de l'oignon cébette ou de l'oignon nouveau. J'ajoute également une cuillère à café bombée de mon za'atar. Ça va être juste trop bon. J'y mets aussi toutes les herbes fraîches qu'on a coupées à l'instant. J'en profite pour préciser que si vous n'aimez pas la coriandre, n'hésitez pas à mettre plutôt du persil à la place. Je mélange à nouveau. Et j'ajoute mes concombres accordéon que j'ai bien égouttés. Et je vais venir mélanger ma salade très délicatement. Et voilà, maintenant le but ça va être de laisser reposer cette salade pendant quelques heures au minimum. Et vraiment c'est une salade qui se conserve pendant plusieurs jours, au moins 2 ou 3 jours. Donc n'hésitez pas à le mettre dans un Tupperware et à l'amener par exemple à votre travail ou dans votre lieu d'études pour le déguster dans une lunchbox par exemple, puisque vraiment en étant mariné comme ça toute la nuit, le concombre va en être encore meilleur. Mais même si vous souhaitez la consommer le soir même, ce sera absolument délicieux également. Je vais pas vous mentir, c'est vraiment la touche d'eau de fleur d'oranger qui fait toute la différence. En tous les cas, j'espère sincèrement avoir votre retour sur cette recette dans les commentaires très bientôt. Et voilà, j'ai sorti mon granola du four après les 2 fois 15 minutes. Regardez-moi ces grosses pépites. On obtient vraiment des grosses pépites, donc ça dépend à quel point vous allez mélanger. Moi, ce que je vous conseille, c'est si vous utilisez cette recette pour du sucré, eh bien vous le laissez tel quel, vous le laissez refroidir complètement et vous le mettez dans un bocal pour votre semaine. Si vous utilisez cette recette plutôt pour l'apéro, pour le salé, eh bien je vous invite à reparsemer un tout petit peu, vraiment une pincée de fleur de sel. Vous allez voir, ça va encore exaucer les saveurs et vraiment avec ces oléagineux qui sont bien grillés, torréfiés à cœur, ce quinoa qui est croquant sous la dent, le côté sucré salé, vraiment c'est un pur délice et j'adore cette recette. Je vous l'avais déjà partagée sur mon Instagram @lerenard-et-les-raisins. Je vous linkerai tout ça en bio, donc n'hésitez pas à aller voir et puis n'hésitez pas, comme d'habitude, à aller checker mon travail aussi sur Instagram pour voir différentes recettes que celles que je vous partage ici. Pour la prochaine recette, on va réaliser ensemble les goûters de la semaine. Donc pour cela, on va réaliser un gâteau à la rhubarbe et à l'amande. Vous allez voir, il est juste absolument délicieux. Il y a aussi une touche d'eau de fleur d'oranger. Bon, vous l'avez vu avec la recette précédente, vraiment j'adore ça. Donc pour cette recette, on va avoir besoin d'une boîte de pois chiches ou en tous les cas de l'eau de cuisson. Donc en fait le liquide que l'on trouve dans une boîte de pois chiches. C'est vraiment génial de pouvoir réutiliser cette aquafaba comme on l'appelle, puisque c'est totalement zéro déchet. Donc ça c'est top et ça remplace le blanc d'œuf dans la recette. Ensuite on va avoir besoin de sucre, de farine, de poudre d'amande, de poudre à lever, également de rhubarbe, mais aussi d'une pincée de sel, d'un petit peu de lait de soja, également de l'huile, donc moi je vais prendre de l'huile de cuisson de tournesol et évidemment l'arôme de fleur d'oranger. La première étape, ça va être de s'occuper de notre rhubarbe. Donc pour ma part, ma rhubarbe est assez fatiguée. Je l'ai achetée déjà il y a ça au moins 2 semaines, je pense, et je l'ai un peu oubliée dans le fond du frigo, malheureusement. Dites-moi dans les commentaires si ça vous arrive aussi ce genre de problème. Je vais d'abord, évidemment, comme les miennes sont abîmées, couper un petit peu les morceaux, voilà, qui sont un petit peu mous et qui ne sont plus vraiment consommables. Donc ça, je vais les mettre au recyclage, ou plutôt les mettre au compost. Alors je voulais vous parler de quelque chose rapidement. En fait, dans notre ville, notre Biocoop a un compost libre d'accès. C'est trop pratique. En fait, il y a une entreprise qui vient récupérer ce compost, j'imagine régulièrement, voire tous les jours, et à chaque fois qu'ils sont ouverts, ils ont vraiment des sortes de bacs de compost devant la boutique. C'est trop pratique parce que depuis qu'on connaît cette astuce, eh bien on apporte tout notre compost là-bas, parce que vous savez, en général, si vous n'avez pas de jardin, eh bien soit vous ne faites pas de compost, soit si vous voulez faire du compost, en général, c'est quand même assez compliqué, puisque même s'il y a parfois des bornes dans la ville, eh bien c'est souvent ouvert seulement 2 heures, une fois par mois ou une fois toutes les 2 semaines, le samedi matin. Enfin c'est parfois un peu contraignant quand on a une vie à mener aussi, et là du coup c'est hyper pratique. Et si vous avez un jardin et que vous ne faites pas de compost, vraiment je vous encourage à le faire, car ça a un gros impact écologique. Donc si vous pouvez manger au maximum végétalien et faire un compost par exemple, c'est vraiment 2 belles actions pour l'environnement. Une fois que j'ai enlevé les morceaux abîmés et que j'ai fait pareil avec toute ma rhubarbe, je vais venir la couper en tronçons à peu près de 3 à 4 cm. Une fois que c'est fait, je vais mettre du sucre sur ma rhubarbe, donc environ 2 cuillerées à soupe. Je vais venir mélanger et ensuite je vais laisser reposer la rhubarbe. Si vous avez fait des recettes à la rhubarbe, vous avez peut-être déjà fait cette étape. C'est vraiment pour laisser dégorger la rhubarbe, et en plus après le sucre va se mélanger avec un petit peu le jus de la rhubarbe. Ça va être absolument délicieux et comme ça elles seront bien tendres pour mon gâteau.
Pendant que nos tronçons de rhubarbe reposent, on va faire le gâteau ensemble. Donc pour cela, on va mettre tous nos ingrédients secs d'abord dans le saladier, c'est-à-dire du sucre. Donc moi j'utilise du sucre de canne, mais vous pouvez utiliser le sucre que vous avez chez vous. Ensuite j'ajoute la poudre d'amande, j'ajoute la farine. Donc moi j'utilise de la farine T45 ou T55. Ensuite je mets ma levure chimique. Je mets toujours une pincée de sel pour que ça fasse exhausteur de saveur. Également un petit peu d'anis vert en poudre. Vous pourriez aussi mettre du fenouil en poudre. Si vous n'avez jamais utilisé l'anis vert moulu dans vos pâtisseries, vraiment je vous invite à essayer, c'est absolument délicieux. Vraiment cette odeur et cette flaveur un peu verte, anisée comme ça, c'est tellement délicieux. Je suis trop contente d'en utiliser dans ce gâteau printanier. Je vais venir mélanger toutes mes poudres. Il faut vraiment que ce soit bien mélangé et surtout qu'il n'y ait pas de grumeaux. Une fois que c'est fait, on va venir ajouter dans un puits qu'on aura creusé à l'aide d'une cuillère à soupe au centre un petit peu d'aquafaba. J'ajoute mon lait de soja. Également mon huile neutre de cuisson, mon eau de fleur d'oranger. Vous pourriez également utiliser de l'eau de rose si vous le souhaitez. On est à peu près au milieu de la réalisation de la recette, donc je viens bien penser à mélanger de temps en temps mes petits tronçons de rhubarbe et je les remets à reposer jusqu'à la fin de la recette. Ce que je fais dans ces cas-là, c'est que je viens mélanger les liquides au milieu grâce au fouet pour vraiment bien mélanger le tout. Et ensuite, petit à petit, je vais venir ajouter les poudres et continuer de mélanger au milieu. Comme toujours, pour mes gâteaux, il ne faut pas surmélanger. Ça aide vraiment à obtenir des gâteaux qui vont être beaucoup plus tendres en fait. Je trouve ça vraiment beaucoup plus agréable personnellement. Donc je viens mélanger tout juste pour qu'il n'y ait plus de gros morceaux de farine. Mais vraiment, le but, c'est pas d'avoir une pâte qui soit forcément hyper lisse. Et voilà, j'ai mélangé vraiment pendant 1 minute. J'ai troqué le fouet pour une spatule parce que je trouvais ça plus approprié. Et regardez-moi cette pâte, vous voyez, elle a encore des formes de petits grumeaux en quelque sorte. Mais en fait, c'est pas vraiment des grumeaux, c'est juste la poudre d'amande qui fait cet effet-là. J'ai également ajouté hors caméra un petit peu un bouchon d'extrait d'amande amère parce que j'avais envie de renforcer en fait ce goût d'amande. Souvent, c'est vrai que la poudre d'amande, ça coûte assez cher, mais ça donne peu de goût à la recette, c'est surtout pour la texture. Ensuite, c'est tout simple, je vais venir margariner très généreusement mon moule. Et ensuite, je vais venir ajouter mon appareil à l'intérieur. Je récupère mes tronçons de rhubarbe et je viens les disposer sur mon gâteau de la façon dont j'ai envie. Puis j'enfourne à four préchauffé à 180 degrés pour 50 minutes. Pour la prochaine recette, on va réaliser ensemble des feuilletés avec une farce un petit peu façon feta et épinards. Vous allez voir, c'est absolument excellent. C'est une recette que je fais depuis des années et qui d'ailleurs s'inspire très fortement de la recette de ma spanakopita, qui est une sorte de tourte grecque traditionnelle à base de pâte filo, d'épinards et de feta que j'ai faite en version vegan et dont je vous propose la recette dans mon e-book 5 ingrédients maximum. C'est un e-book qui coûte 10 €. Je vous mets le lien en barre de description et si vous souhaitez me soutenir, eh bien c'est une superbe manière de me soutenir que d'acheter ce livre de cuisine végétale. Bref, revenons-en à notre recette. Pour cette dernière, on aura besoin d'une pâte feuilletée, d'1 kg d'épinards frais idéalement. Si vous voulez utiliser des épinards surgelés, il va vraiment falloir les presser en fait pour enlever l'excédent d'eau après cuisson. Également 2 oignons jaunes, des gousses d'ail, du sel, des graines de tournesol, un petit peu d'huile d'olive et un petit peu de vinaigre de cidre. La première étape, ça va être de faire bouillir mes graines de tournesol dans de l'eau pendant 15 minutes. Donc je vais mettre de l'eau qui sort de ma bouilloire, comme ça elle sera directement bouillante. Et j'y ajoute mes graines de tournesol. Je laisse bouillir les graines de tournesol à couvert pendant 15 minutes, ça va vraiment permettre de bien les ramollir et de les mixer beaucoup plus facilement après pour faire notre feta végétale. C'est une feta végétale qui est très économique puisque comme vous le voyez, on utilise simplement des graines de tournesol et un petit peu de vinaigre pour reproduire ce côté fromager. Et au passage, j'en profite pour vous dire que si vous souhaitez éviter cette étape, ça fera des économies d'énergie et aussi des économies de temps, donc c'est plutôt pas mal. N'hésitez pas à mettre vos graines de tournesol à tremper dans de l'eau la veille. Vous avez juste à les rincer, à les égoutter et ça évitera de les faire cuire 15 minutes dans l'eau bouillante. Ensuite, pour notre farce aux oignons et aux épinards, on va commencer par émincer nos oignons. Je viens faire chauffer dans ma sauteuse un petit peu d'huile d'olive et une fois que c'est chaud, j'ajoute mes oignons émincés. Je mélange. Pendant ce temps-là, je vais venir hacher 2 gousses d'ail. Je les ajoute à mes oignons
Comme d'habitude, si vous suivez mes vidéos, je viens saler les oignons afin qu'ils se dégorgent et comme ça va vraiment cuire dans le raw et c'est bien meilleur et en plus ça évite de brûler les oignons. Je viens hacher mes épinards grossièrement, je les ai lavés avant ça. Je les ajoute à mes oignons et je vais laisser cuire seulement 2 à 3 minutes supplémentaires jusqu'à ce que les épinards soient bien fondus. Puisqu'on va faire des roulés à la pâte feuilletée ensuite, on veut vraiment que la farce soit la moins humide possible. Donc je vous invite à faire cette cuisson sans couvrir votre poêle. Je vais égoutter mes graines de tournesol qui maintenant sont bien cuites, elles vont être bien tendres. Pour notre feta végétal, c'est vraiment ultra facile, vous allez voir. Je viens mettre dans un mixeur, idéalement l'amande S, mes graines de tournesol. À cela, je viens ajouter un filet de vinaigre de cidre. Vous pouvez également mettre du vinaigre blanc alimentaire et une belle pincée de sel. J'ajoute un petit peu d'eau. Et je vais venir mixer le tout dans ce mixeur très pratique. Et voici ce qu'on obtient. Donc il nous faut un mélange qui soit mixé mais grossièrement. J'en profite pour vous dire que je mettrai la référence de ce mixeur. C'est un mixeur plongeant en fait, qui a également des ustensiles différents avec la lame en S, etc. C'est hyper pratique. Je mettrai la référence de ce mixeur en barre d'infos parce que vous me la demandez à chaque fois, vous êtes plusieurs à me la demander. Donc autant que je vous la mette directement en barre d'infos. Je viens ajouter mon fromage végétal à ma farce qu'on a précédemment faite. On va mélanger tout ça. Regardez la belle farce qu'on obtient. Donc vraiment ce que j'adore c'est totalement en fait l'association entre la farce aux épinards et la farce façon feta végétale. Évidemment si vous goûtez la feta végétale toute seule en fait vous n'allez pas retrouver le goût de la feta, mais je trouve que les deux mélangés, le tout dans un feuilleté, ça fait vraiment un bon travail végétal pour reproduire cette farce qui en général est à base de fromage. J'ai étalé ma pâte feuilletée sur ma plaque de cuisson. Je garde évidemment le papier cuisson en dessous. Je vais venir mettre ma farce végétale par-dessus. Je vais venir l'étaler avec ma spatule en bois. Une fois que j'ai étalé ma farce en une couche homogène, je vais venir en fait replier ma pâte. Donc je vais venir prendre le bord ici et le replier de moitié et prendre le bord ici et le replier de moitié. Hop, voilà. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Donc cette fois-ci je vais venir m'aider du papier cuisson. Je sais pas pourquoi j'y avais pas pensé avant. Alors, changement de programme de dernière minute pour cette recette. Étant donné que ma pâte est un petit peu vieille, pour tout vous dire, elle est frigane, je pense qu'elle est un peu plus fragile, donc je ne vais pas me risquer à couper en fait pré-cuisson mes feuilletés. Vous n'hésitez pas à le faire si vous sentez que votre pâte est suffisamment malléable. Ce que je vais faire, c'est que on va faire des petites choses avant cuisson que je vais vous montrer, et post-cuisson, on pourra tout simplement couper avec un gros couteau à pain, un couteau avec des dents, avant de servir pour faire des belles parts dans ces feuilletés. C'est même presque devenu festif de cette façon. Donc maintenant, ce que je vais faire avant de l'enfourner, c'est facultatif, mais moi j'aime bien le faire, c'est que je vais mettre un petit peu de crème végétale. Ça va remplacer notre dorure à l'œuf. Donc je vais venir l'étaler avec une cuillère puisque je n'ai toujours pas de pinceau de cuisine. Ma foi, je m'en sors plutôt bien. Donc je viens étaler le tout. Vraiment, la crème de soja, ça aide super bien à bien dorer le feuilleté. C'est hyper pratique. Vous pouvez utiliser cette astuce en sucré et en salé. Une fois que c'est fait, je vais venir parsemer un petit peu de sésame doré. Et également un petit peu de sésame noir. Évidemment, moi j'avais ça dans mes placards. Si vous n'en avez pas, c'est pas forcément la peine d'en acheter exclusivement pour cette recette. N'hésitez pas à ne rien mettre, ce sera très bon aussi. Et je viens enfourner à four préchauffé à 180 degrés pour 20 minutes. J'en profite pour vous montrer le résultat du gâteau à la rhubarbe qui vient de sortir du four. Donc je vais l'ouvrir et puis on va le couper ensemble. C'est la première fois que j'utilise ce moule. Regardez, comme c'est facile de démouler le gâteau avec ce moule. Donc je vais venir le mettre sur cette jolie assiette que j'ai achetée récemment. C'est une assiette d'origine grecque que j'ai achetée lors d'un marché aux puces. C'était vraiment hyper chouette. J'ai payé seulement 5 €, je trouve pas ça trop cher. Allez, c'est parti pour le moment fatidique, la découpe du gâteau. Il est encore un peu chaud, moi je vous conseille vraiment d'attendre qu'il soit bien refroidi pour le couper. C'est en général là qu'on a le meilleur résultat. Et regardez-moi ce beau gâteau, encore tout fumant. Il est bien cuit à cœur, l'amande lui donne vraiment une saveur exceptionnelle. Et c'est relevé en fait par l'acidité de la rhubarbe. C'est vraiment un mélange que j'adore, j'espère sincèrement que vous testerez cette recette pour profiter de la saison de la rhubarbe. Et voici le feuilleté qui vient de sortir du four, regardez-moi ça comme il est beau. Je vais en couper un morceau pour vous montrer, écoutez-moi ce croustillant.
Regardez-moi ça, comme c'est beau. C'est bien croustillant du fond de tarte jusqu'au dessus. Regardez-moi cette farce ultra généreuse avec ces graines de sésame bien croustillantes. C'est juste un pur délice. Vraiment, ça rappelle ce côté épinard feta qu'on ne retrouve plus lorsqu'on est vegan. Donc vraiment, je vous encourage sincèrement à tester cette recette et d'ailleurs à tester toutes les autres. Les amis, on arrive déjà à la fin de cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle vous a plu. J'ai super hâte de vous lire dans les commentaires. Je lis toujours tous vos commentaires avec grand plaisir pour savoir quelle est la recette qui vous plaît le plus parmi tout le meal prep et celle en général que vous verriez refaire chez vous. Dites-moi également, parce que ça m'intéresse de connaître vos habitudes, si vous faites des meal prep chez vous, si vous en faites parfois, si vous en faites régulièrement, si c'est vraiment votre mode de fonctionnement ou si jamais vous n'avez fait ça. En tous les cas, moi, à la maison, j'adore faire des meal prep parce que ça me permet vraiment de m'avancer sur mes repas de la semaine. J'espère sincèrement que la vidéo vous a plu. J'ai très hâte de vous retrouver dans une nouvelle vidéo et d'ici là, je vous dis à bientôt!